Bonjour et bienvenue sur Maintivox, le podcast qui donne la parole à la communauté maintenance. Dans cette émission, découvre la réalité et le dynamisme de ce métier via le témoignage de passionnés. Ils partagent avec toi leur choix de carrière, leur évolution professionnelle, leur savoir-faire et leur vision de la maintenance d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Samuel. Bonjour. Tu as 8 ans d'expérience, tu es électromécanicien depuis 3 ans chez un prestataire de maintenance industrielle. Est-ce que tu pourrais, en 2 mots, nous expliquer ton parcours de formation initiale et ton parcours de formation professionnelle? La maintenance, ça a commencé avec un BEP en formation initiale, donc un BEP de maintenance système mécanique automatisé. J'ai enchaîné sur un deuxième BEP d'usineur. De là, je suis parti faire un bac pro maintenance des équipements industriels pour finir avec un BTS mécanique automatique industrielle. Donc c'était le BTS MAI, c'est ça? Voilà, qui a été remplacé par le CRSA. J'ai passé mes habilitations électriques que j'avais déjà passées en bac pro, mais que j'ai remis au goût du jour. Donc aujourd'hui, je suis B2V, BC, BR pour la basse tension, et après je suis H2V et HC aussi. Et ces habilitations, faut les renouveler régulièrement? Comment ça marche une habilitation? Au niveau professionnel, on doit faire des recyclages. On a une formation initiale, après on a un recyclage tous les 2 ans. Donc ça, c'est des habilitations qui nous donnent le droit d'accéder à tout élément électrique dans le milieu professionnel. En plus de ça, j'acquéris aussi une spécialité. Je suis certifié Sacratex. Donc Sacratex qui veut dire système d'assurance en qualité de réparateur pour tout ce qui est en zone atmosphère explosive. D'accord. Voilà. Donc c'est quoi une atmosphère explosive? Une atmosphère explosive, c'est une atmosphère qu'on peut rencontrer en milieu industriel, soit sous forme gazeuse, d'émanation de produits, soit sous forme de poussière dans les silos, entre autres, dans l'agroalimentaire. Et c'est une atmosphère avec un risque avéré et identifié où on a mis en œuvre des systèmes de protection pour pallier à ces défaillances. D'accord. Donc ça te permet d'aller réparer des équipements dans des zones potentiellement explosives, tout en restant en sécurité. Alors en fait, c'est presque ça. Ce que tu nous dis, c'est quand on est certifié ISMATEX. Sacratex, c'est la même, on va dire, l'ISMATEX, c'est la personne qui va intervenir sur site dans l'atmosphère ATEX. Et le Sacratex va pouvoir intervenir sur un matériel ATEX dans une zone non ATEX. C'est-à-dire, je peux travailler sur du matériel qui sera en zone ATEX, mais dans mon atelier. Donc, du coup, ça garantit que ta réparation, elle suit un certain critère de qualité. Et du coup, l'équipement que tu as réparé hors de la zone ATEX aura le droit d'être installé dans une zone ATEX, c'est bien ça? Tout à fait. Et en plus de ça, c'est une certification qui est double. C'est-à-dire que ma certification individuelle doit être cumulée à la certification de l'employeur et de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans une entreprise certifiée Sacratex. Et moi aussi, si demain je vais dans une entreprise qui n'est pas Sacratex, je ne pourrai plus exercer cette spécialité. C'est parce que il faut bien comprendre qu'on a une réglementation très stricte avec une méthodologie. Et cette méthodologie, elle est directement liée aux moyens mis en œuvre par l'entreprise. C'est-à-dire qu'il nous faut des outils de métrologie, il nous faut certains outils que tout le monde n'a pas. Et il faut un suivi de qualité sur ces outils-là aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu apprécies dans cette activité, dans ce métier? Mais ce que j'aime dans la maintenance industrielle, en fait, c'est la possibilité de toucher à plusieurs domaines. Avant d'être chez le prestataire de service chez qui je suis, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs postes dans diverses applications. Et donc, j'ai pu pratiquer la maintenance industrielle dans les remontées mécaniques, en montagne, dans l'hydroélectricité, dans l'agroalimentaire. Donc, c'est un tronc commun qui nous donne un accès à tout plein de corps de métiers différents, à tout plein d'activités différentes. Et ça, c'est très riche. Est-ce que tu pourrais nous décrire tes missions au quotidien, les équipements sur lesquels tu interviens, comment se structure ton travail chez un prestataire,
Voilà, qu'est-ce qu'on attend de toi, une journée type? Mais alors, moi aujourd'hui, mon travail, c'est de faire de la maintenance sur des moteurs électriques, sur des systèmes de transmission ou des systèmes de production d'énergie. Aujourd'hui, je peux travailler sur un moteur de 0,75 kW comme un moteur de plusieurs mégawatts. Il y a un gros panel, donc on va voilà, passer d'un petit moteur de quelques kilos à plusieurs tonnes, si on veut parler en poids. Autant sur des moteurs, sur des alternateurs, sur des génératrices, sur des réducteurs, multiplicateurs. Donc des systèmes, à la fois des systèmes électriques et des systèmes mécaniques, du coup. Oui, tout à fait. Ouais. Tout ce qui va être multiplicateur, pompe, tout ça, c'est des domaines qu'on va toucher. D'accord. Tout ce qui va être transmission aussi. Transmission, d'accord. Donc du coup, voilà, le mot électromécanicien, ça veut dire du coup que tu travailles à la fois sur des appareils électriques comme des moteurs et le côté mécanicien, tu as une partie mécanique avec des roulements, des engrenages, des réducteurs, ce genre d'équipement, quoi. Comment se structure le travail chez un prestataire aujourd'hui? Comment tu passes du temps en atelier, chez des clients? Alors aujourd'hui, dans mon entreprise, on va dire à peu près 80-20, 80% du travail atelier. Pour ma part, 20% d'extérieur. Donc principalement, en règle générale, le client amène le matériel à réparer, le fait amener suivant l'encombrement. Nous, on travaille dessus et il vient le récupérer après. Alors aujourd'hui, l'accueil client et la prise d'information, ça va être le commercial sédentaire ou le chef d'atelier qui va renseigner notre bordereau de réparation. Le chef d'atelier nous affecte une machine sur laquelle on doit travailler. Donc on prend notre machine, on prend notre bordereau de réparation, le BR, le fameux BR. Et de là, on a renseigné dessus ce pourquoi le produit est là. Donc est-ce que c'est des vibrations? Est-ce que c'est un bruit? Est-ce que ça chauffe? Bon, des fois c'est très succinct, des fois on n'a pas du tout d'informations. Et de là, on fait un état des lieux. On regarde l'état général. On essaye à aller chercher des signes annonciateurs. Et suivant la volonté du client, est-ce qu'on est sur une réparation immédiate parce qu'on est pressé ou est-ce qu'on est sur du devis? On va adapter en fait notre action dessus. Alors quand je vais faire de l'extérieur, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être aller déposer une machine. Le client n'a pas les capacités de réaliser l'action ou la manœuvre, donc ils font appel à nos services. Donc on va aller faire une dépose, on rapatrie en atelier, on fait la maintenance et une repose à l'issue. Donc ça peut être une possibilité. L'autre possibilité, c'est d'aller faire une prestation type lignage, équilibrage, analyse vibratoire. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire que sur site. On ne peut pas rapatrier une machine. Si on veut mesurer une vibration, on ne peut pas la rapatrier chez nous. Il faut qu'on la prenne dans son ensemble et sur sa structure. D'accord. Et du coup, c'est la manipulation de tous ces équipements pour justement le lignage, l'équilibrage, les mesures de vibration. Toi, tu as eu des formations sur ces thématiques? Alors moi, j'ai été formé en lignage. La prise de mesure, aujourd'hui, je fais que de la prise d'information en vibratoire. Je fais pas d'analyse, c'est-à-dire une trame injectée dans un appareil et qui me dit tu vas sur le palier 1, tu mesures ça, tu palier 2, en vertical, en horizontal, en axial, et de là on synthétise ça, je le passe à mon collègue ou on l'envoie dans une entreprise spécialisée dans l'analyse de vibrations. Donc, c'est des moteurs asynchrones triphasés sur lesquels tu travailles, c'est ça, en général? Oui, alors moi, je peux faire aujourd'hui, je vais travailler sur du moteur asynchrone, du moteur synchrone, du moteur broche, du moteur à courant continu. Voilà, des choses un peu, des fois, qui sortent de l'ordinaire et qui sont assez sympas, qui sont un peu plus techniques. Alors, globalement, quelles sont les pannes que tu rencontres le plus fréquemment sur un moteur? Alors très souvent, ça va être des défauts d'isolement.
Voilà, sur la partie électrique. Donc là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est la double casquette. Donc côté électrique, ça peut être une rupture d'enroulement par un point de fusion. Ça peut être un défaut d'isolement. Ça peut être un court-circuit entre phases aussi. Ça, c'est les problèmes qui nous arrivent fréquemment. Et fréquemment aussi de la casse mécanique qui peut engendrer de la casse électrique ou inversement. D'où l'intérêt en fait d'aller lire un peu, si on peut dire, dans les roulements, dans les enroulements, dans les mesures qu'on va relever dans cette première analyse qu'on va faire. L'idée, c'est de ne pas se dire le moteur, le bobinage est mort, on le rebobine, parce que nous, on a la capacité de le faire dans l'entreprise. Mais rebobiner un moteur qui va recasser derrière, c'est pas intéressant. L'idée, c'est de rebobiner un moteur en sachant qu'est-ce qu'il a fait cramer, aiguiller le client là-dessus, de permettre à faire du correctif et du préventif par la suite. C'est quoi les tests de base les classiques que tu fais sur un moteur électrique? Alors, quand je reçois mon moteur, je prends un micro-ohmmètre et je vais mesurer les valeurs des résistances de chaque résistance d'enroulement. Donc, je vais chercher à avoir trois mesures qui soient quasiment identiques. On va tolérer 10% de défaut pour un moteur classique, 5% pour du moteur ATEX, de déséquilibre. Donc, on vient chercher une moyenne et nos trois mesures doivent être à 5 ou 10% au-delà ou en dessous de cette mesure-là, de la mesure. C'est-à-dire que tu mesures les trois bobinages et du coup, tu relèves les valeurs. Et s'il y a un écart trop important, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Mais là, ça veut dire qu'on peut avoir un court-circuit entre phases. Là, on est encore moteur fermé, donc on n'a pas de visuel dessus. Là, on utilise des outils pour se faire une idée. Une fois qu'on a regardé ces enroulements-là, on sait que soit c'est un moteur qui a été rebobiné et il y a eu un petit loupé, des fois ça peut arriver, suivant de chez qui ça arrive, soit c'est un défaut, un court-circuit entre phases, donc là ça veut dire que il y a du mal. Et on vient confirmer ça aussi avec une mesure de résistance d'isolement. On va mesurer la qualité de l'isolement. Donc on va mesurer l'isolement entre chaque bobine et la masse et entre chaque bobine. Voilà, ça c'est la première chose que je fais. J'ouvre mon capot, ma boîte à bornes, je fais ces deux mesures-là. La mesure de résistance de l'enroulement, la mesure de qualité d'isolement, et je mets un petit coup de main sur mon arbre rotor, je fais tourner pour écouter en même temps pour avoir la partie mécanique. Est-ce que ça fait du bruit, oui ou non? Et là, j'ai fait en quelques minutes un état des lieux de mon moteur. Et est-ce que tu pourrais peut-être nous détailler une analyse de défaillance ou un dysfonctionnement que tu as fait récemment? Récemment, ou que tu n'as rien à faire. Et récurrent, on peut dire. Donc, j'ouvre mon moteur, je dépose le flasque avant, le flasque arrière, que je repère avant, bien sûr, pour pouvoir me repositionner au montage. Là, de suite, j'ai un flasque qui sort très facilement. J'ai une coloration brune sur la bague extérieure. De suite, j'analyse une corrosion de contact. Donc, corrosion de contact, ça veut dire vibration, soit de la vibration, soit un excès de jeu. Donc là, de suite, je vais partir sur une métrologie de mon flasque. Là, on est en mécanique pure. Je vais faire une métrologie de mon flasque pour savoir si on va devoir remétalliser, c'est-à-dire rajouter de la matière pour revenir aux tolérances mécaniques. Donc ça va être une analyse. Des fois, je vais avoir cette même corrosion de contact avec une cote qui est bonne. Là, on va un peu plus loin. On prend notre roulement, on l'ouvre, on le coupe en deux. On coupe la bague extérieure et on vient regarder à l'intérieur, dans le chemin de roulement, le marquage. Il y a tout plein de signes visuels, en fait. Il y a, les fabricants, ils ont des petites revues qui expliquent très bien ça pour les curieux. On va pouvoir trouver des marquages circulaires, on va pouvoir trouver des strips axiales, et suivant ces signes-là, on va pouvoir déterminer si c'était une surcharge de charge axiale ou, par exemple, des courants de fuite. Des courants de fuite qui sont générés par notre bobinage qui, suivant le variateur, c'est principalement avec des variateurs, suivant la qualité du signal du variateur, quand on hache le courant, il va nous générer des courants induits qui ont besoin de sortir du rotor.
Donc, pour pallier à ça, quand on analyse ça, très souvent, c'est des machines qui ont évolué dans le temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a fait l'acquisition, enfin, le client fait l'acquisition d'un moteur standard. Et par rapport à l'évolution de son process de fabrication ou de sa machine, il veut avoir soit un démarreur progressif, soit un variateur. Et donc, ce moteur initialement acheté, qui est fait pour fonctionner en départ sec, donc en démarrage direct, mais quand il est soumis à un variateur, il n'est pas forcément adapté à 100%. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, ce moteur-là, une fois qu'on a fait notre analyse et qu'on a un peu discuté avec le client, qui souvent nous dit « Ah oui, c'est vrai, on a fait évoluer notre machine, on a ça aujourd'hui », on va lui proposer de faire évoluer son moteur aussi. C'est-à-dire qu'on va lui mettre un roulement isolé, de façon à trouver la différence de potentiel et qu'il n'y ait qu'une seule sortie. En fait, que le courant ne puisse pas aller des deux côtés. D'accord. Donc, en fait, à partir de ton diagnostic, tu déroules comme une petite enquête, en fait, pour aller chercher la cause origine du problème, pour non seulement, bien sûr, réparer l'équipement, mais en plus, idéalement, proposer une solution au client pour que le problème ne revienne pas. C'est ça. Comment est-ce que tu gères la sécurité lors d'une intervention chez un client? Alors, pour aller, quand je suis en extérieur, j'ai d'office en interne une fiche de chantier. Cette fiche de chantier-là, elle a été remplie au préalable par un chargé d'affaires ou un responsable de chantier qui est allé sur site analyser le travail à réaliser. Donc, on a identifié les risques. Sur cette fiche-là, on identifie tous les risques qui peuvent ou qui vont exister pendant l'intervention. D'accord. On met en face les moyens de prévention et de sécurité. Et cette fiche-là, elle est signée par le préparateur de le chantier, par les techniciens qui vont sur site, par le client, qui valide bien que les risques, c'est bien cela et pas d'autres. Parce que peut-être que le client va avoir l'information qu'il y aura un risque de coactivité en plus, ou une nouveauté par rapport au plan qui a été fait un jour et l'intervention se déroule un autre jour. Les risques peuvent avoir évolué, donc on va pouvoir modifier ça sur site. Ça va nous permettre de savoir sur quoi on va. Qu'est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit porter un casque, est-ce qu'on doit porter des chasubles, est-ce qu'on doit avoir avec nous des masques d'évacuation quand on va travailler sur des bassins d'entreprises chimiques entre autres. Ça va nous aiguiller nous pour savoir en faisant le point avec le commercial qui est allé voir tout ça, on va pouvoir identifier tout ça. Sur site, quand on arrive, on prend contact avec notre client qui va nous faire un plan de prévention, qui lui aussi repasse tous les risques potentiels, les mesures mises en œuvre en face. Ça, c'est interne à eux. Ça, on peut rajouter, suivant ce qu'on fait, des permis de feu, les consignations. En tant que prestataire, on ne consigne pas, on surconsigne. La consignation est à la charge de l'exploitant. Et nous, on s'assure que la machine ne pourra pas démarrer, même s'il enlève son cadenas. Donc, on va surconsigner et on va faire notre VAT, même si lui, elle l'a déjà fait. Et du coup, c'est quoi concrètement une surconsignation? Tu rajoutes un cadenas en plus? Comment... Exactement. On rajoute un cadenas, dans la mesure du possible, on rajoute un cadenas en plus où la clé reste dans notre caisse à outils. D'accord. Du coup, c'est un cadenas qui évite que quelqu'un puisse remettre l'électricité, par exemple, et que la machine puisse redémarrer pendant que tu es encore en intervention. C'est ça. Et en plus de ça, j'assure aussi la sécurité des ouvriers de l'entreprise, dans le sens où quand je vais déposer un moteur, avant que j'arrive, les fils vont dans le moteur, donc ils sont protégés. On a un indice de protection qui est respecté. D'accord. Quand je vais partir du site, le moteur n'y sera plus, il sera dans mon camion. Donc potentiellement, on pourrait se dire qu'on a des fils à nu. D'accord. Moi, je vais surconsigner pour éviter que s'il y a on ne puisse pas remettre le courant et que le courant arrive au bout de ces fils-là. Et en plus de ça, ces fils à nu, je vais les relier entre eux et à la terre. D'accord. Donc la sécurité, c'est quand même
Quelque chose qui se prépare, voilà, qui se prépare bien, bien en amont et voilà, qui fait partie du travail finalement de l'électromécanicien qui n'est pas là que pour réparer une pièce, mais il y a vraiment tout l'environnement de travail, la préparation en amont. Et on a aussi dans les consignations, on a une chose qui rentre de plus en plus en compte. C'est que je me rappelle, moi, quand j'étais en bac pro, on nous parlait des consignations, c'était électrique. Aujourd'hui, on parle de consignation multifluide. Multifluide dans le sens, on va parler d'électricité, bien sûr, ça on le connaît, on va parler de tout fluide sous pression aussi. Donc, tout ce qui va être vapeur, qui peut être de l'eau dans des conduites forcées, dans des centrales hydroélectriques, de l'huile sur des bancs hydrauliques. Donc voilà, on va parler aussi de ces systèmes-là et des consignations mécaniques. En plus de ça, on a des stockages d'énergie des fois sur ces énergies mécaniques et qui sont des systèmes à contrepoids, en effet passif. Et du coup, il faut isoler ces systèmes-là. Est-ce que ton activité génère des déchets? Lesquels et comment est-ce que tu gères tous ces déchets? Alors, notre activité, oui, elle génère des déchets, malheureusement. On essaye à les minimiser dans nos actions. C'est vrai qu'on minimise dans nos actions avec tout ce qui est aérosol. On est passé sur des aérosols rechargeables. Après, tout ce qui peut être produits souillés, les huiles, des chiffons, des absorbants, des coussins absorbants. Aujourd'hui, quasiment toutes les grosses structures font du tri sur les produits polluants et autres. Dans l'agroalimentaire, par exemple, on a un client qui, lui, il a des sacs poubelles qui donnent les codes couleurs correspondent à des produits. Donc, lui, pendant le plan de prévention, il analyse au début du chantier, il nous dit qu'est-ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez générer comme pollution? Et lui, sur ça, il nous amène les contenants adaptés. Et c'est lui qui s'assure du traitement des produits, des déchets, quoi. Ok, très bien. Merci beaucoup, Samuel. Je pense qu'on a bien fait le tour de ton métier d'électromécanicien. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ton métier ou sur la maintenance en général? Faut tenter, il faut aller dedans et se faire son avis parce que c'est riche d'expérience. Génial. On va rester sur cette phrase. Donc, merci encore de nous d'avoir fait découvrir ton métier. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Merci bien, pareillement. Au revoir, Samuel. Au revoir.